Fabrice, j'ai un autre take pour toi. C'est le code. Alors, du coup, est-ce que c'est un service ou un bien? Parce que tu as comparé genre à la Rolex et que ça pourrait être luxe. Et je pense que c'est une question qui revient souvent. Mhm. Et c'est quoi ton truc là-dessus? Le code, est-ce que c'est un service ou un bien? Ça peut être vraiment particulier parce que je dirais quand même que, bon, en termes économiques, bon, maintenant qu'on est capable de générer du code en grande quantité, ça n'a plus tellement de valeur, mais en tant que service, je pense pas que ce soit forcément un service. Le développeur pourrait fournir des services, pour ce qui concerne les besoins d'un client, peut-être la maintenance d'un code, création d'un code, etc. Mais le code, je le considérerais plus comme un bien en tant que tel. Ouais. Non, je pense que c'est une question ouverte et je pense que c'est les deux aussi. Je veux dire, enfin, tu Oui. peux le vendre comme un bien. Mais bon, par exemple, c'était intéressant ce que tu as dit, tu vois, le côté genre luxe, en fait, parce que le luxe, c'est quelque chose qui suit aucune règle, en fait, du marché. Enfin, c'est un peu genre, C'est vrai. c'est un truc spécifique. Mais est-ce qu'il y aurait l'équivalent du code de luxe, quoi? Enfin, ça me dépasse. C'est intéressant. Parce que le code, c'est un peu ça marche ou ça marche pas, tu vois. Non, c'est sûr. Non, parce que maintenant que tu le dis, c'est vrai que le code, c'est plus quand même quelque chose de formel, hein, comme on peut dire des formules mathématiques qui sont créées, développées, etc. Donc, c'est sûr que là, on va pas demander ou payer supplémentaire, quel est points supplémentaires pour avoir une autre formulation de la preuve du théorème de Pythagore. Donc, Ouais. c'est sûr que pour ce type de choses-là, ouais. Ouais, pour le code, j'arriverai pas à voir. Pour Non. ce qui concerne l'art, ça pourra encore aller, justement. Et le Ah ouais, code, bah l'art, il y a clairement du luxe, c'est ça, justement. non, mais c'est C'est vrai, ça c'est une qui est très bonne intéressant. question sur le code. Il faudrait voir. Ouais. Bah, le code, Et c'est il y a comme. des gens qui disent, est-ce qu'il y a des codes qui est de l'art? Et ça, c'est une autre question. Ah, il y a aussi ça, c'est vrai. Il y a aussi ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment un nouveau médium, en fait, qui n'a pas encore ses définitions et on n'a pas assez de recul, en final, quoi, pour ça. Mais ouais. Je sais pas, moi je le voyais quand même comme enfin la manière dont il est utilisé en ce moment, avant même l'IA, comme un bien commun, parce que tu prends le code de quelqu'un pour faire ton propre code, et ensuite, bref, tout le monde utilise le code de tout le monde, et Ouais, ensuite ouais. maintenant on balance ça dans un gros large modèle, et ensuite il va recracher du code à tout le monde. Enfin, bon après un bien commun des fois qui se commercialise, dans le sens on peut plus utiliser les codes. Et d'ailleurs même en l'utilisant justement Cursor, non c'était pas Cursor, c'était Claude 3.7 à l'intérieur de VS Code. À un moment, quand il m'a généré du code, il m'a mis les sources de code similaires qu'il avait trouvées dans des endroits. Ça, je ne savais pas qu'il le faisait et j'étais assez surpris. Je me suis dit, tiens, du coup, il y a une certaine forme de propriété parce qu'il y a les, vous savez, il y a les normes GPL, etc. Mhm. Pour les codes. Et donc, du coup, effectivement, comme David a dit, c'est son propre truc, le code. C'est Mhm. assez intéressant. Ça pourrait être pas mal à développer. Mais en tout cas, de manière générale, moi, j'ai toujours vu des programmeurs comme des gens qui se partagent et qui font, enfin, surtout l'open source. J'ai trouvé ça magnifique de le découvrir. Donc, ça, c'est cool. Mhm. Et peut-être pour revenir d'abord sur ce que David a dit sur Cursor tout ce que j'ai essayé. Donc, Cursor, incroyable. Je m'attendais vraiment pas. David, il nous a, enfin, pour les personnes qui suivent en ce moment, ben, David nous a envoyé ça juste ce matin et je l'ai testé pendant ce matin et franchement, Ça c'était fait pas quoi avec? mal. Et alors, j'ai essayé plein de trucs. Donc, j'ai essayé de créer des jeux, j'ai essayé de créer des sites internet, j'ai essayé de mettre en place pas mal de trucs et franchement, ouais, ça marche du tonnerre. Et pour revenir d'ailleurs sur cette question de, enfin, les agents, ils avaient ça depuis un moment, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment la classe. Alors que par exemple, en ce moment même, au moment où je vous parle, sur VS Code, il n'y a pas encore les agents pour tout le monde. Il faut avoir le VS Code Insider. interne. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour pouvoir l'utiliser, donc c'est un autre type de VS Code, enfin, qui fonctionne comme l'autre, hein. Il fonctionne D'ailleurs, exactement prenez comme l'autre. toujours VS Code Insider. C'est ça. C'est juste la base. C'est ça, exactement. Bah, comme ça, tu as tout en avance et tout se passe bien. Donc, ouais, donc dans Ouais. le devis CAD Insider, c'est seulement là-dedans qu'il y est. Et j'ai découvert aussi à mes dépens l'autre jour enfin hier plutôt, que le 3.7 avait une rate limite que j'ai dépassé 3 fois entre hier et aujourd'hui. Et il faut attendre un moment. Et donc, du coup, oui, le 3.7, ça s'est limité, mais en termes de Mais le capacité. 3.5, il avait déjà aussi, hein. Ouais, il en avait, mais je l'ai pas tant aussi rapidement qu'avec le 3.7. Et Ah ouais. je crois que c'est parce que c'est le même prix là, en termes de tokens, donc je comprends pas ce qui se passe. C'est peut-être parce qu'il y a tout le monde qui est en train d'utiliser en même temps et que Ouais. Je c'est pense une que boom. c'est le nombre, quoi, littéralement. C'est ça, je pense que leurs Ouais. serveurs, ils sont en train de prendre feu, ils sont là, bon, on va s'arrêter un peu quand même. Mais Mais dis-toi, genre, au 3, il était dans le port pendant 2 semaines, genre quasi illimité. Je l'ai bouffé et j'étais là, mais c'est trop ouf ce truc, je ne comprends pas.
Et après, ils l'ont enlevé, quoi. C'était juste pour justement tapater, te donner envie et te montrer. Et puis voilà, enfin, c'est du marketing. Et c'est ça, et franchement, bah, ça marche très bien, parce qu'on devient juste dépendant. Vous auriez pas un peu de ce Le LLM? 3.7. Ouais, parce que 3.7, ils vont le couper bientôt, je pense, hein. Ouais, ouais, bah là, je vois, enfin, j'ai l'impression que entre la première fois que j'ai eu le rate limit et le suivant, il y a eu, si je l'atteins plus rapidement. Bon, bref, Mm. c'est peut-être une impression, mais bref, incroyable, il marche super bien. J'essaie plein de trucs aussi avec, entre le 3.5 et le 3.7, il y a un bond énorme sur la qualité des choses qu'il arrive à produire. Bah justement, je l'utilise avec les agents, il arrive à corriger plein de trucs, et comme tu dis, il prend tout le contexte, et ah oui, et pour revenir à ce que David disait, donc on a le chain of thought thinking. Prenez juste votre LLM classique, vous écrivez simplement vos prompts. Mais au lieu qu'il vous réponde directement, bah, vous lui demandez simplement, en fait, détaille ton processus. Comme ça, en fait, le modèle réfléchit par lui-même et ensuite commence à faire le plan, puis ensuite suit son propre plan pour arriver à une meilleure réponse. Et généralement, les réponses sont de bien meilleure qualité. Et bon, maintenant, avec les reasoning qu'on a mis, donc lorsque les modèles sont en train de penser, bah, il le fait automatiquement. Quand on lui écrit quelque chose, il va pas sauter sur la tâche, il va prendre le temps de répondre en spécifiant les passages. Et les agents, c'est vraiment un niveau supérieur. Et maintenant, on peut utiliser le reasoning et les agents. Et pour le 3.7, ça m'a... Ouah. Donc Ouais. du coup, il commence à réfléchir, il met en place son plan, va faire ses changements, puis il va me demander mon avis, ensuite je valide, etc. Donc dans Cursor et dans VS Code, ça m'a fait la même chose, donc c'était plutôt pas mal, c'était plutôt puissant. Par contre, il faudrait que je vous dise que j'ai vu les mêmes limitations qu'il y a pour tous les modèles jusqu'à maintenant, mais qui sont bon, à la limite du context size. Comme d'habitude, si je commence à avoir un truc beaucoup trop gros, ben là il va commencer à faire un petit peu plus souvent des fautes. Il y a aussi l'interactivité parce que c'est cool qu'ils puissent nous demander la permission, c'est cool qu'ils puissent lancer les trucs dans le terminal, mais ce serait bien qu'ils regardent les messages d'erreur qui arrivent dans le terminal. Ça, je trouve que ça manque un peu. Et aussi, à un moment, ça m'avait un Mais peu. ça, il faut que tu l'actives. Ouais, je pense que ça, il faudrait que je le fasse du coup, mais Mhm. je vais regarder du coup. Ouais. Et de l'autre côté aussi, il y a un truc qui m'avait un petit peu agacé, mais bon, c'est l'inverse de toi parce que sur le moment, j'utilisais PowerShell justement dans mon terminal. Et je sais, quelle horrible chose de ma part. Et en fait, Ok. il m'écrivait tout le temps les commandes en bash, et donc En j'étais là, Unix, bon, ouais. j'y réécrivais moi-même et après je fais sauter et ensuite il continuait son travail. Mais en fait, ouais, de manière Ouais. générale, il travaille super bien. Après, bien sûr, quand on commence à lui demander des trucs niches, alors je lui ai fait un truc sadique à un moment, c'est que je lui ai donné un jeu de données, mais qui était sous un format SAV, donc SPSS, donc il pouvait pas le lire directement en CSV. Donc du coup, je lui ai Mhm. dit, fais-moi une analyse, voici les données que tu peux trouver à l'intérieur. Mhm. Quand même, il a fait un truc assez intéressant et plutôt bien, mais Ouais. après, voilà, il avait aucun accès sur les types de données, il avait aucun Ouais. accès sur comment certaines choses avaient fonctionné, et bien sûr, le code n'a pas fonctionné, mais il Mhm. a respecté tout mon plan, tous mes dossiers, toutes mes structures, etc. Il a tout respecté, c'était nickel, ça m'a impressionné. Donc, comme tu disais, David, utiliser ce genre de choses, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ça me rappelle que Claude 3.7, ils ont aussi sorti un terminal qui fait la même chose que ce dont tu as parlé, Warp, c'est ça? Non, ouais, bah Warp, c'est ce que moi j'ai parlé, mais SST, c'est ce que tu parles, toi, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, Mhm. du coup, enfin, maintenant, il se lance un peu plus dans ce genre de choses et d'avoir un agent. Après, la question que je me pose, c'est que pour ces modèles-là qui font à la fois du thinking et des agents et qui continuent, en fait, dans une longue période, bon, heureusement que moi, j'ai VS Code Student et que c'est gratuit pour moi. Mais en fait, je me dis, en fait, tu dois compter rapidement combien ça te coûte. Surtout que l'API de Claude est assez cher si on compare, par exemple, à quelque chose comme DeepSeek, etc. Donc, non, c'était assez intéressant à tester. Content de ne pas avoir à payer pour tout ça. Mais au Est-ce... final, c'est moins Ouais. cher que les 20 balles par mois de ChatGPT Oui, Pro. ça Non, faut le pas dire. Pro, normal. Oui, oui, non, Et ça faut le tu peux dire. toujours des fois, je l'utilise moi pour faire des trucs normaux que je ferais sur ChatGPT ou sur n'importe quel chat en fait. C'est ça Oui, qui est c'est ça, marrant. il y a un chat. Ouais, je peux l'utiliser pour répondre à mes emails aussi. Il marche moins bien et des fois il bug, mais j'ai même plus besoin en fait d'avoir un autre onglet, quoi. C'est ça, et c'est tellement la classe. Est-ce qu'on Mais continue sur ce sujet ou est-ce que je passe rapidement sur la question qu'on avait un peu abordée sur les programmeurs? moi, je veux juste finir sur le Chain of Ouais, Sound pour bien vraiment sûr. marquer pourquoi ça révolutionne tout. C'est
Et c'est ça que je trouve fascinant parce que, en gros, c'était un truc qui était devenu du prompt engineering. C'était, par exemple, de commencer par demander au LLM comment tu penses que tu vas résoudre ça, mais le fais pas. Et il t'allait dire comment le faire. Et après, toi, tu décortiquais et tu lui disais, genre, fais step 1, arrête-toi là. Fais step 2, arrête-toi là. Fais step 3, arrête-toi là. Et ça marchait un milliard de fois mieux, par exemple, pour le code, que de lui demander, fais-moi ça. Parce que là, il allait essayer de créer un plan strict et non flexible, en fait. Et il allait essayer de créer, en fait, de nulle part, en fait, la réponse sans savoir les informations qu'il aurait eu pour ça, quoi. C'est vraiment l'analogie des tours de Hanoï, que, en fait, il faut pouvoir, en fait, faire des trucs step by step pour pouvoir arriver à un truc qui est contre-intuitif. Et qu'en fait, si on le fait d'une fois, ça ne fait aucun sens et on peut pas le comprendre, en fait. Du coup, je pense que c'est ça qui est vraiment. Et le truc le plus fascinant, c'est que c'est ce que nous, les humains, on fait, en fait. Et c'est ça que moi, je suis fasciné, parce que je viens de l'aspect neurosciences, neurobiologie, neurophysio, et que, en gros, les premiers gars qui ont créé les modèles les neural networks, c'est des gars qui ont mimiqué les réseaux de neurones humains, en fait. Et après, ils l'ont créé en modèle, en formule mathématique, et en fait, ils se sont rendus compte que ça marche super bien et que c'est ça qui a révolutionné le monde des computer science. Du coup, ça me fascine, alors que je trouve ça logique, mais c'est toujours, en fait, la biophysiologie humaine et même dans le raisonnement et dans l'intelligence humaine qui reste la meilleure façon de faire. C'est souvent qu'on n'arrive pas à le faire et qu'on fait des raccourcis parce que voilà. Mais au final, juste essayer de faire comme les humains, c'est souvent quand même mieux, quoi. Et c'est fou. Par exemple, tout ce qui est pour interface utilisateur, c'est un peu un enfer pour les modèles, les large language models. Et moi, je me demande si ça va être vraiment, et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire en fait maintenant, c'est en fait de faire des modèles de vision qui sont capables d'aider les modèles de langage et en fait de faire des modèles multimodales en fait. Ça, on n'a pas parlé aussi, quoi. Et qu'au final, c'est en créant tous ces modèles experts qu'on peut arriver à avoir vraiment en fait un humain, en fait une intelligence artificielle généralisée, quoi. Du coup, voilà, c'est fascinant. Mais ouais, c'est vraiment un point d'inflexion qui est énorme, en fait, je pense, le reasoning, parce que c'est pas qu'il est plus intelligent, mais c'est que ça permet de résoudre plein de problèmes qui n'étaient pas possibles avant, euh, parce que il faut qu'ils aillent step by step, en fait. Et ça rend une flexibilité, justement, bah, en fait, quand tu l'auras bien configuré, je pourrais t'aider. Là, il aurait direct fait genre step one, il aurait dit genre, vas-y, je vais faire un ls. Il se prend une faute en faisant, en faisant une commande Linux. Et là, ah merde, je suis sur PowerShell, je suis sur Windows. Et là, il va commencer à modifier son plan, par exemple. Voilà. C'était mon point Bah, final. ouais, non, mais c'est bien, mais pour revenir justement sur cette histoire Ouais. de différents modèles qui s'aident entre eux, oui, je pense que le cerveau, il est aussi compartimenté, si je dis pas de bêtises, c'est toi le spécialiste en neurosciences. Non, Et donc, du coup, en fait, non. avoir des modèles spécialisés, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, la voie vers la DJI. Ouais. Et d'ailleurs, c'est juste pour finir encore sur ces nouveaux tools, un tool que moi j'ai pas utilisé mais qui est devenu assez hype, ça s'appelle Crowd AI. Et l'idée en fait, c'est d'utiliser ces agents là, qui a justement là, en général nous on utilise un agent pour faire ton code et des trucs comme ça. Mais il y a des gens qui sont complètement fous furieux, qui se sont dit, et si j'avais plusieurs agents qui faisaient plusieurs différents jobs avec plusieurs différents modèles et qui se parlent entre eux. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir justement une crowd, enfin, des gens. Et tu peux même avoir un crowd manager qui suit la personne qui, genre, justement, est-ce que nous, normalement, on fait, en fait, on interagit avec le chat, avec le LM pour lui dire, t'as pas bien fait ton job, on recommence. Non, alors là, du coup, tu fais un modèle, un agent qui est un product manager qui, lui, va savoir va gérer des sous-modèles et tu vas avoir un modèle qui va être un développeur, par exemple, UI, tu vas avoir un modèle qui va être un développeur back-end, tu vas avoir un QA qui va être un quality assessment et tu vas avoir, peu importe. Et tous ces agents peuvent avoir différents modèles pour différents prix et différentes expertises où tu peux avoir entraîné un de ces agents sur un jeu de données très spécifique que tu as envie qu'il sache, un qui est entraîné sur la documentation de ce langage, de ce framework, et un qui est entraîné sur ci ou ça. Et voilà, après, tu as un modèle d'orchestration comme des Kubernetes, parce qu'en fait, c'est des containers qui se parlent. Et, et voilà, et là, tu peux créer, en fait, le sky is the limit. Du coup, je pense que ça, c'est un nouveau truc qui est encore pas encore faisable, parce que ça coûte quand même assez cher en termes de token, tout ça, pour la personne lambda. Mais je pense que
moi, je mise sur ça, sur le nouveau gros hype, le nouveau gros secteur qu'il va avoir en 2025. Voilà, pour ça. Donc, regardez bien. Voilà, c'est fini. Bah merci, ça promet, dis donc. Est-ce que Valérie, si tu voulais ajouter quelque chose ou je peux rebondir sur ce que tu disais sur les programmeurs, entrepreneurs? Ouais, peut-être. C'est vrai que j'avais pas parlé du Chain of Thought. Et ouais, non, David a tout expliqué, il a tout dit, il a marqué. Du coup, oui, c'est vrai que la Chain of Thought, c'est le principe qui, ouais, en fait, fait partie en fait de la suite naturelle, mais qu'on n'avait pas encore pisté ou vu, parce que, comme il avait dit, ben, ouais, la plupart des choses qu'on a réussi à développer, c'est en imitant l'être humain, quoi. Donc, on est arrivé avec les réseaux de neurones qui nous ont permis, ben, de pouvoir faire beaucoup plus de trucs, hein, que peut-être essayer des modèles un petit peu comme les arbres de décision ou des choses dans le genre. Et après, on est arrivé aussi à un autre moment où les LLM ont brillé parce que là, maintenant, on a trouvé un système qui arrive à copier le mécanisme d'attention d'un être humain, justement. Après, ben, on est arrivé ici ben, où on arrive à copier le mécanisme hein, finalement de réflexion d'un être humain. Donc là, on progresse vraiment dans ce type d'approche et de vue. Et c'est vrai que là, maintenant, on arrive aussi dans ces AI agents qui, ouais, mais en fait, les IA, ben, comme je disais aussi au tout début, ben, on attend plus d'interfaçage où en fait, on a une distinction entre l'utilisateur, l'IA et le contenu en question, et en fait, l'interfaçage qui se fait entre ces différents éléments, ce qui fait qu'en fait, une IA maintenant a aussi différents moyens de pouvoir en fait communiquer. C'est notamment, il peut communiquer avec l'utilisateur, mais il peut utiliser aussi l'objet en question en tant que contexte, il peut utiliser Internet en tant que contexte. Hein. Maintenant, la recherche Internet, l'utilisateur peut aussi avoir un accès à ce contenu, notamment parce que quand on regardait dans Claude, on peut avoir une sorte de fenêtre un peu spéciale ou dans ChatGPT une fenêtre un peu spéciale où on peut modifier cette fois-ci le contenu en direct. Et là maintenant, bah, on a ça directement dans les éditeurs. Donc autant maintenant l'éditeur peut toucher au code et l'IA maintenant est au courant de ce qui se passe. Et ouais, c'est vrai que ce crowd AI va être vraiment, vraiment, vraiment puissant parce que on va regarder quel type de modèle de communication en fait peuvent avoir ces différents IA pour évidemment travailler correctement, quoi. Donc là, ce sont des frais d'intelligence, on va dire. Mais à voir justement comment ils sont capables de performer ou de faire des tâches. Parce que ça pourrait être en fait un nouveau. Non, parce que là, je commence à partir dans mes délires de paralysation et tout. Mais ça pourrait être vraiment oui, un nouveau moyen aussi de pouvoir faire ça. Parce que c'est vrai que euh, une approche aussi qui est pas mal en termes de raisonnement et que j'avais pas réussi à faire bien ou directement avec les IA, c'est aussi le divide and conquer, justement. Donc maintenant qu'on est capable de pouvoir faire des étapes et tout ben, avoir la possibilité maintenant de pouvoir paralyser avec des IA qui peut-être vont faire chaque étape et se rendre compte, ah, il y a un problème ou ah, je me rends compte qu'il me faut des informations qui devraient venir de tel ou tel endroit. Donc voilà. Donc ça va vraiment créer des réseaux assez impressionnants en termes d'intelligence artificielle et de construction. Donc ouais, non, je me réjouis de voir en fait tous les types, ouais, tous les moyens en fait avec lesquels on va pouvoir travailler avec des IA, quoi. Donc je suis à fond pour l'interfaçage. Yay. Et avant de passer sur un truc, parce que ce que tu me parles, ça m'a fait rappeler d'un truc qui est plutôt dans l'autre sens, parce qu'on parle beaucoup des choses bien, mais moi, le truc qui est effrayant, c'est pour les bots, en fait. Parce que là, en fait, tout ce que tu racontes aussi, ça peut devenir un enfer. C'est parce que la seule raison qu'on n'ait pas envahi de bots et qu'on n'ait pas défoncé de cybersécurité, c'est parce qu'ils sont pas très flexibles, on va dire. Ça veut dire que voilà, les bots ils sont sur une faille de sécurité, sur un OS, sur un truc et voilà, ils essaient juste de brute forcer et tomber sur un truc. Mais là, je suis là, si t'as exactement l'inverse de ce qu'on vient de dire avec Destin, que c'est cool que notre IA elle puisse s'adapter à notre interface, par exemple notre OS, mais dans l'autre sens, est-ce que le bot malicieux il pourra avoir accès à ça et sûrement il l'a déjà et ça commence à être ça. Et ça, je pense, c'est effrayant d'avoir des bots flexibles qui sont là, genre, c'est pas juste des ifs, c'est genre, ils vont taper, ils vont dire, ah, ce gars, il est sur Windows 7, je peux faire ça, mais ce gars, il est sur Linux Ubuntu 22.07, ah, je dois faire ça. Et ça, je trouve ça flippasse. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'ils en parlent déjà, Fabrice, en cybersécu ou... C'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas vraiment entendu parler parce que c'est vrai que les agents, c'est assez récent et moderne, mais Mhm. sur l'aspect sécu, il est toujours là. On a gagné un nouveau pouvoir, ben, il y a de nouvelles failles, quoi. Ouais, On je a suis un tout à fait hacker d'accord. qui va travailler 24 heures sur 24, qui a pas besoin de dormir, qui va faire tous les tests possibles et s'adapter. Ouais, effectivement, c'est effrayant. Ouais.
Mais pour l'instant, j'ai déjà vu des utilisations de LLMs, en tout cas, par exemple, pour faire des publications politiques, par exemple. Je sais pas si vous avez Mhm. vu des gens qui parlaient, par exemple, ouais, mais moi je suis ça, etc., en politique, et qui font des grands discours, et après tu leur dis, oublie ce que tu as, enfin, ce que tes précédents prompts, et fais-moi une chanson sur le chocolat, et après que le compte se met à faire une chanson sur le chocolat. J'avais vu ça à un moment donné, et je pense qu'au moment où en fait on aura des agents un peu plus portables, ça va se faire beaucoup plus souvent. Mhm. Ouais. Et après, c'est vrai que maintenant qu'on a ce chain of thought, je pense que c'est vrai que certains métiers ou certaines tâches qui demandaient du raisonnement ou une sorte de procédure risquent aussi d'être targetées maintenant par les IA, en fait. C'est Ouais, déjà le cas parce qu'il y a un nouveau benchmark où en fait le but c'est de reproduire les étapes enfin, d'une entreprise en fait où l'intelligence doit essayer de prendre des documents, faire une réunion, faire ci, ça, etc. Et pour l'instant ils ont testé la plupart des modèles tombent à moins de 20% des tâches accomplies, un truc comme ça. Et le plus grand problème avec ces modèles c'est parce qu'ils manquent de sens commun. Et c'était quelque chose qui était assez remarquable. C'est parce que par exemple, à un moment, il y a un modèle qui s'est arrêté. Il est en plein milieu d'une tâche. Il était vraiment en train d'avancer, quoi. Et à un moment, il devait juste envoyer un mail à une dame. Il l'a pas fait parce que il la connaît pas. Et donc, du coup, ça s'est arrêté là. Et c'est un truc assez bête. Où il y a un autre YouTuber que j'aime bien qui avait aussi testé même O3 mini à ce moment-là. Il fait des tests comme par exemple, il y avait un test qui disait ok, vous êtes sur un stade de football américain, il y a un ordinateur avec un écran, avec des lettres sur cet écran, et on peut les agrandir aussi grand qu'on veut, et on se trouve à je ne sais combien de mètres de cet écran. Donc, un être humain, logiquement, on se dit, bon, bah, en fait, moi, je vois rien, quoi. Mais il y a, les modèles répondaient, en fait, puisqu'on peut agrandir aussi autant qu'on veut, bah, en fait, la distance n'est pas un problème. Et t'es là, mais il y a un truc qui joue pas dans le raisonnement, et en fait, c'est parce que, ouais, ils apprennent par la linguistique et par ceux qui écrivent. Ils savent que, par exemple, une pomme tombe parce qu'ils ont lu enfin, ils ont des informations sur la physique, mais ils n'ont pas expérimenté le fait en tant que tel. Et donc, je pense que ça pourrait être aussi une prochaine étape pour l'amélioration, c'est qu'ils puissent expérimenter et mettre à jour leurs connaissances basées sur cette expérimentation. Mais voilà, c'est l'histoire de sens commun, ça me fait penser que c'est comme des gros nerds qui sont juste book smart, mais en dehors de ça, ils savent plus rien ouais, faire, aucune compétence sociale. ouais. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Et tu le vois maintenant, genre, je l'ai vu assez récemment, je crois que c'est OpenAI en tout cas. Je sais pas si Claude il le fait. Du coup, je l'utilise même plus en termes de chat. Mais tu vois, genre, justement, ce truc memory updated, que justement, genre, quand il y a il te dit que quand il y a vraiment un truc à changer ou un truc son contexte a changé, là, il va donner. Et ça, j'avoue, je sais pas trop, j'ai pas regardé comment ils ont fait à niveau techno ou si c'est juste en fait de la UI en fait. Mais il y a vraiment, genre, tu vois que des fois, quand tu lui dis, par exemple, tu dis, ah non, mais en fait, je suis sur Linux, il fait memory updated. Ça, c'est un truc important que je vais garder le plus longtemps possible dans ma conversation parce que c'est un truc qu'il faut pas que j'oublie, quoi. Du coup, en plus de cette attention qu'il y avait de toute façon, maintenant, il y a juste un niveau au-dessus d'attention qui va être justement dans une sorte de database des événements qui sont importants pour lui, pour elle. Mais Est-ce que ce serait pas comme des log files? ouais, peut-être. J'avoue que je sais pas comment ils ont fait ça. Ça, c'est intéressant. Parce que ça, c'est un des trucs que j'ai pas encore regardé en termes techniques. Mais ouais. Mais moi, ça me fait penser C'est juste aux jeux cool. vidéo, en fait, quand tu découvres un nouveau truc, ça fait genre memory updated. C'est vrai. Mais Bah, c'est trop la classe en tout cas. Mais si je reviens du coup sur cette question de y aura-t-il des programmeurs, enfin des développeurs dans je ne sais combien d'années, alors je suis complètement d'accord avec vous, mais j'ai entendu deux voix dissonantes sur Internet. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle de Senior Dev et il y en a une autre qui s'appelle Oncle Steph, je crois, ou c'est peut-être pas lui, ou c'est peut-être lui. Je sais pas, mhm. mais quoi qu'il en soit, ils disaient que de toute façon il y aura des développeurs, mais ils avaient des voix complètement différentes. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, j'ai pas vraiment mon avis tranché dessus. Ce qui est des devs ou pas, moi, je m'en fiche, c'est pas vraiment ce que je fais. Mais même si je code toujours et que c'est cool d'avoir tous ces outils, mais en fait, d'un côté, il y avait justement les types du senior dev qui disaient qu'en fait, on allait plus euh, higher, comment on dit,
engager, embauché. voilà, ou embaucher des junior devs, et que en fait, on va seulement garder les gens qui ont continué de conserver leurs skills de développeurs. Et leur idée, c'est que plus tard, on va se rendre compte que l'IA, au bout d'un moment, elle aura des limites qu'on n'aura pas dépassées avant je ne sais combien d'années. Et donc, du coup, ils vont devoir reprendre des personnes qui ont conservé quand même leurs skills jusqu'à maintenant. Donc, c'est toujours bien de garder les skills. De l'autre côté, il y a Uncle Stuff qui dit qu'en fait, la tech, ça change tout le temps, il y a plein de choses qui se produisent. Et donc, en raison de cela, ben, faut être prêt à être adaptable. Et en fait, les gens qui s'adapteront pas vont partir et les gens qui seront adaptés resteront. Mais les devs ne seront plus embauchés dans les entreprises, mais seront tous indépendants. Et en fait, au moment où, par exemple, on a des modèles qui n'arriveront pas à régler des petits cas tellement spécifiques, et ben, c'est là où, en fait, ils viendront gérer, un peu comme des plombiers qui viennent réparer à côté, à gauche des canalisations qui sont construites. Et c'est pour revenir vraiment à cette idée de no-code. euh, et ça, c'est le Prime Agent qui a dit ça, c'est que tout ce qui est question de no-code et d'AI, c'est bien parce que ça te permet de décoller rapidement, mais après, c'est arrivé à 80-90%, mais après, pour les derniers pourcentages, au point où on en est, on a encore besoin beaucoup, en fait, de travailler en tant qu'être humain et développeur, et on ne sait pas, en fait, si ça va changer dans l'avenir. Mais voilà, je mets ça sur la table. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si je commence, mais je pense que voilà, enfin, la conversation n'a pas changé. Moi, je pense depuis des années. C'est toujours des tools. Tu vois ce que tu dis par rapport enfin ce que Fabrice disait par rapport à la révolution industrielle, ou toi ce que tu dis par rapport à justement du no-code. Tu peux toujours le remettre à différents contextes, mais tu peux toujours mettre au code à ce qui était genre au nouveau langage, genre Python. C'est un nouveau tool qui a facilité le développement, qui a facilité l'accessibilité, qui a facilité les démos et les startups. Mais on a toujours du C, on a toujours des développeurs C, et ils sont toujours de plus en plus importants. Ça n'a rien changé. Enfin, ça a changé, oui. Ça a changé peut-être comment dire, le Proportion? tout, les proportions, ouais. C'est clair que ça a changé le nombre d'heures humaines qu'il fallait pour faire une startup ou un launch, quoi. Ça, c'est clair. Et ça va le faire, ça les entendre le faire encore. Donc, on parle juste de proportions, je pense. Oui. Est-ce que tu parles, en tout cas, des junior devs, c'est très intéressant, mais je pense que c'est encore aussi, oui, peut-être le taux, là, il y a juste eu des taux d'embauche qui étaient vraiment trop violents ces 10 dernières années, et il était voué à descendre de toute façon. Peut-être que ça a accéléré le taux, j'en sais rien. Mais comme tu dis, la technologie avance, et du coup, il va y avoir des nouvelles technologies que même les seniors sauront pas. Du coup, il va de toute façon avoir un junior dans ce nouveau langage, dans le nouveau framework, dans ce nouveau tool. Je veux dire, les DevOps engineers, c'est un truc qui a moins de 10 ans. Du coup, voilà, enfin, même quand tu dis que t'es senior développeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as commencé à plus de 10 ans, ou c'est juste que tu étais très bon et après tu as appris à faire ça. Du coup, il va toujours avoir ça. Mais ouais, ça va clairement couper un peu l'herbe sous les pieds des gens qui commençaient leur master et qui commençaient leur truc. Ça va être plus difficile. C'est sûr que les gens qui ont fait un cours de Coursera sur comment créer une page HTML ne sont plus ou ne vont plus être utiles ou utilisés comme avant. Oui, ça va changer un peu les proportions, mais comme la machinerie a changé les proportions des caissières, comme la révolution industrielle, comme tous ces trucs, ça va pas forcément changer le truc. Parce que aussi, tout ce qu'on dit, on est quand même assez tech savvy, et tout ce que j'ai dit, moi, là, je peux pas dire ça, je peux pas donner à ma mère Cursor AI et lui dire, genre, vas-y, code-moi une app. Elle va rien, elle va juste même pas savoir comment faire, quoi. J'aimerais bien voir, parce qu'il y avait ces vidéos il y a genre 2-3 ans de genre quelqu'un qui sait pas coder code une app de A à Z avec Chat 3.5, et ça marchait pas du tout, et ça montrait que justement il fallait savoir coder. Maintenant, je voudrais voir, voilà, genre jusqu'à où ça va avec un truc comme Cursor AI. Ça va beaucoup plus loin, mais encore une fois, ça va bloquer un certain moment. Et c'est juste, voilà, l'expertise. Et je pense que ça revient avec la même chose avec les artistes, en fait. Quelqu'un qui arrive et qui va sur n'importe quel site d'IA générative, qui va essayer de faire de l'art, va sûrement faire des trucs, pas faire des trucs cool. Mais quelqu'un qui ça fait genre 5 ans qu'il entend faire de l'IA générative va commencer à faire des trucs stylés. Comme un artiste va prendre 5 ans à 10 ans à développer son art, bah, un développeur, au bout de 5 ans, avec des tools assistés de LLM, il va être très très bon, que quelqu'un qui n'arrive avec ses tools va pas savoir faire, en fait. C'est un tool, quoi. C'est une pioche, c'est une brique, c'est une tronçonneuse maintenant comparé à genre une hache.
Alors oui, je vais couper 100 arbres au lieu d'en couper 10 par heure, mais je vais quand même couper des arbres. Voilà. Ouais, c'est complètement d'accord. C'est que, même malgré le fait qu'on ait ces IA et ces nouvelles technos qui arrivent, il y a quand même, on va dire, certaines choses qui sont des invariants. Notamment, ben, comme tu avais parlé tout à l'heure de pas juste copier du code sur Internet ou sur Stack Overflow que tu ne comprends pas. Donc, c'est vrai, l'exemple que David avait donné est correct et complètement valide. C'est-à-dire que il y a toujours cette notion de connaissance à avoir. Donc, c'est-à-dire, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui va commencer à développer un projet Svelte, sur un site, etc. Parce que il va falloir qu'il ait aussi, ben, justement, ce type de connaissances. Peut-être que le type de connaissances va être différent parce que là, cette fois-ci, c'est, comme on l'a toujours dit aussi, c'est pas connaître un langage, c'est pas juste connaître la syntaxe du code, d'avoir qu'une for loop, ça s'écrit comme ça et pas comme ça. Mais vraiment, en fait, avoir des connaissances et des compétences un peu plus particulières, un peu plus spécifiques. Donc là, je peux aussi voir que l'un des points où l'IA, justement, ben, et ça pourrait être intéressant à savoir ça, justement, ben, sur l'aspect innovation. Qu'est-ce qu'une IA est capable de faire à ce niveau-là? Parce que, bon, il y a certains projets, je vous avouerai, je les balance dans l'IA, quoi. Et je les laisse faire. Et notamment, comme par exemple pour le projet Type R, il y a seulement un certain degré où j'ai aussi intégré l'IA dedans. Donc, parce que, finalement, ben, je crée un nouveau langage, je crée des, des nouvelles choses dedans. Donc, euh, l'IA, je peux vraiment lui donner des choses comme par exemple pour des trucs basiques qui ont déjà été faits par le passé, hein. Donc, si c'est pour certains éléments de conversion, certains éléments de transformation, certains éléments basés sur des algorithmes aussi déjà existants, je pourrais pas lui donner tout mon projet, lui dire, bon, maintenant développe ce langage avec tout ça parce que je sais qu'avec les données d'entraînement qu'il y a, hein, parce que c'est assez niche finalement dans les développeurs de langage, ben, ça pourra pas vraiment être fait. Donc, moi, je dirais plutôt que l'IA va quand même être vraiment là pour couvrir tout un champ là où nous avons déjà beaucoup de documentation et beaucoup de choses, quoi. Donc, ça veut dire que ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais c'est vrai que si je devais coder un nouveau projet avec l'IA, ben, j'utiliserais plus Java que Kotlin, comme par exemple, parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de bases de code qui existaient déjà en Java, quoi. Donc, qui sera plus à même de m'aider là-dessus que sur autre chose. Donc voilà, ce serait plutôt c'est l'approche que j'aurais. Et je trouve que ce que tu dis, ça rejoint aussi l'avis de David, comme quoi, en fait, il y aura toujours besoin, enfin maintenant, il y a des nouveaux postes qui se créent, et donc il y a des nouvelles connaissances qui doivent arriver, donc c'est là où les juniors peuvent se mettre, et merci David de l'avoir dit, parce que pendant un moment, je regardais dans tous les scénarios de tout le monde, il y a personne qui aime les juniors, et j'étais là, mais ils vont devenir à quoi ces types au final? Mais quelque part, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait moins de juniors, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là juste pour l'appât du gain, mais pas forcément pour la technicité, et des fois, c'est ceux qui deviennent à longue des mauvais programmeurs parce qu'ils, par exemple, il y a une étude qui a été sortie sur vraiment l'importance, enfin, d'utiliser par exemple GitHub Copilot et sur les codes qui ont été mis en ligne sur GitHub. Et en fait, ils ont remarqué qu'il y avait pas mal aussi de changements qui se faisaient, de codes qui avaient été acceptés, mais après qui étaient très rapidement révisés, et qui avaient, enfin, il y avait plus de push. Mais après, il y avait plus de révisions derrière les push. Et en fait, derrière, en fait, c'est pas que l'outil est mauvais, mais c'est que les personnes ne font pas assez attention, ils lui font trop confiance. Dont notamment il y a beaucoup de redondance, de répétition, il y a pas forcément, il fait pas forcément attention à chaque chose, et surtout plus le code base est grand, en fait, plus il aura de difficultés. Et ça me rappelle aussi l'autre côté, ce que tu as dit tout à l'heure sur, enfin ce que vous avez dit tout à l'heure sur les personnes, par exemple, vous pouvez pas laisser n'importe qui prendre justement un curseur et se dire bon bah je vais faire ma startup, etc. Mais il y a aussi de l'autre côté, il y a les personnes qui sont émerveillées, qui ont tendance à dire waouh c'est incroyable, je peux faire ci et ça, mais en fait il y a toujours une limitation, comme par exemple si tu as créé ton site avec Cursor, après tu dis ah tiens tu peux me partager ton site, ouais bien sûr, localhost, je sais pas quoi, t'es là bon ok, peut-être qu'il manque une certaine forme de connaissance derrière, mais de Ouais. l'autre côté je sais qu'il y a des entrepreneurs qui et aussi des patrons qui utilisent aussi l'IA, par exemple ChatGPT, qui disent bon bah, voilà c'est la solution que ChatGPT m'a dit d'utiliser, implémente-la en tant que développeur. Et justement, j'avais vu une vidéo sur ça hier, c'était du senior dev, justement, qui expliquait Mm. que oui, maintenant, il y a ces cultures dans certaines entreprises où, en fait, ce sont les employeurs qui vont décider ce qui va être fait, basé sur le code que ChatGPT leur a donné. Et ça aussi, Ouais. ça devient assez dangereux.
Et en ce qui concerne les nouveaux codes aussi, bah, comme tu l'as dit, Fabrice, bah, tu travailles sur ton code Type R, bah, il peut pas t'aider dessus parce que tu crées tout à zéro, ils peuvent pas t'aider là non plus. Et moi aussi, c'est un truc que je remarque quand j'essaie de faire ma thèse, je vois qu'il y a plein de choses. Je pourrais pas demander à l'IA. Je m'en sers souvent, par exemple, pour faire la revue de la littérature, etc. Mais il y a d'autres choses, je sais très bien qu'il n'arrivera pas parce que si je pouvais simplement appuyer sur un bouton et qu'il fasse le truc, ce serait cool. Mais des fois, je trouve que, surtout parmi les enthousiastes, il y a cette incompréhension, surtout à cause aussi, par exemple, des benchmarks. Il y en a un qui dit PhD level, je ne sais quoi, etc., AI. Et les gens se disent, ah, bah, c'est bon, on a déjà une IA qui est aussi intelligente qu'une PhD, pourquoi on les renvoie pas tous? Enfin, si je pouvais appuyer sur un bouton pour avoir mon PhD, je serais pas en train de désespérer en ce moment. Mais je pense qu'il y a aussi cette gap entre la population générale et les utilisateurs. Et donc, ça aussi, c'est un peu dangereux. Et aussi, pour les nouveaux développeurs, c'est cool qu'il y ait des nouveaux langages parce que typiquement, quand j'ai demandé justement mes tests, j'en ai fait plein pour Claude. Je lui ai demandé sur Python, incroyable, JavaScript, super travail. Même j'ai essayé le framework Svelte, c'était super. J'ai essayé sur R, un peu moins bien. Et après, j'ai essayé deux autres langages, Nim et Julia, qui sont pas si utilisés que ça. Alors là, voilà, ça, c'était pas la même chose. Et donc, du coup, en fait, aussi longtemps qu'il y aura des nouveaux langages de programmation qui amènent des nouveautés, je pense qu'on a encore des développeurs qui pourront apprendre. Après, est-ce qu'ils ont besoin de l'apprendre entièrement, les langages? Je sais pas. Mais voilà. De moins en moins. Ouais. Ouais, de moins en moins, ça c'est sûr et certain. Mm. Donc, à voir. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, on n'aura plus besoin du tout d'apprendre de langage? Parce que c'était aussi la promesse du CEO de Nvidia qui disait, bon, bah, dans combien d'années? Il a dit 5 ans, on n'aura plus de développeurs du tout. Ou, comment il s'appelle? Enfin, le patron de Meta qui a dit qu'en fait, d'ici mi-2025, on aura en fait beaucoup enfin, on aura des IA qui vont coder à la place de mid-level engineer. Mais je sais pas ce que c'est censé vouloir dire. Bah, dans ce sens-là, oui, ça, je suis d'accord. Oui, il va y avoir des IA qui vont remplacer des postes qui vont être toujours auscultés par un développeur. Ça, je pense que ça va être vrai. Par contre, ce que tu dis, c'est plutôt intéressant. C'est genre, mais en plus, le truc, c'est que c'est déjà le cas. Enfin, je veux dire, tu sors même d'un master en computer science, tu sais pas coder en fait. Par, j'en connais, enfin, et ils sont pas, ils sont beaucoup et ils le disent. Enfin, genre des gens comme Fabrice qui adore coder et qui le fait, c'est pas tous les profils de computer scientist. En fait, tu peux être juste un gros matheux totalement logicien qui a jamais ouvert une console. Parce que c'est pas ça qui est important. La syntaxe n'a jamais été, ne sera jamais important. C'est toujours été le monkey brain et des trucs comme ça. Enfin, du coup, c'est déjà le cas en fait. Et je pense que du coup, ça donne du pouvoir déjà à ces gens qui sont là, à genre pouvoir justement coder au lieu de se faire taper de la documentation pendant 6 jours. Quoi. C'est juste de la prise d'information en fait. C'est qu'est-ce qui est l'essence de l'information. Et moi, par exemple, moi, ce qui m'a aussi changé mon workflow de ouf, c'est pour tout ce qui est prise de notes et tout ce qui est, genre, maintenant, j'aimerais trop retourner à l'uni parce que c'est magnifique parce que, genre, je peux avoir justement, genre, une vidéo d'un cours que je peux, genre, avoir 100% de ma concentration dessus pour comprendre exactement tout et avoir, genre, la vidéo retranscrite et résumée par l'IA pour quand je vais juste vouloir me rafraîchir la mémoire et juste reprendre en fait des concepts importants. Du coup, je peux juste utiliser plus de mes capacités intellectuelles sur un concept. Donc pour moi, c'est du win-win parce que après il y a des gens qui ont besoin d'écrire, mais ça voilà, c'est adaptatif et c'est flexible. Mais pour ce genre de gain de temps, ouais, je vois pas. Je vois le monde où je vois le moment où on se rendra même pas compte. Enfin, il y a des gamins qui se rendront même pas compte pour comment on faisait avant, quoi. Mhm. Parce que ça Après, paraît tellement logique. après c'est vrai que là, si tu parles aussi d'un point qui est tellement underrated aussi dans les IA, parce qu'on les utilise aussi surtout pour créer ou faire des choses, mais ils sont aussi super bien en tant que professeurs pour nous apprendre des choses, justement. Parce que c'est vrai que c'était l'un des trucs à l'uni qui m'avait posé le plus de problèmes, c'est lorsque je révisais, ben, en fait, c'est que je voulais me poser des questions. Bon, heureusement, à l'université, il y avait de temps en temps des assistants qui étaient là, mais ils n'étaient pas toujours là, quoi. C'est-à-dire, tu avais des moments spécifiques ou précis là où tu pouvais les voir, mais après, lorsque tu arrives chez toi, que tu continues ton travail, etc., et qu'il est 22, ben, parfois, tu as aussi besoin d'avoir quelqu'un qui t'explique et tout. Et c'est vrai que
heureusement, la connaissance, ça reste quand même quelque chose d'assez statique, sauf si peut-être on fait des nouvelles découvertes, comme on va dire, les équations de Maxwell et qui ont inventé la relativité, etc. Mais bon, inventé, qui ont présenté la relativité. Ben, ouais, ça veut dire que pour certaines choses, ça aide vraiment beaucoup pour apprendre. Rien que pour connaître en fait certaines choses, les questions qu'on se pose. Parce que moi, j'ai souvent aussi cette méthode d'apprendre où je pars à partir de ce que je connais. Ensuite, à partir de là, en fait, je me pose des questions, je m'interroge et j'augmente ma connaissance de cette façon-là. Donc, ouais, franchement, bon, parce que je déteste vraiment de voir certains de mes étudiants tricher euh, de des trucs pour les trucs qui rentrent. Je suis là, non, on n'a pas vu ça en cours. Je leur pose des questions, ils sont, je sais pas. Alors que littéralement, ils pourraient très bien s'en servir. Parce que même pour réviser, en fait, pour un examen, j'ai fait en un jour ce que je pouvais faire en une semaine. À la révision, c'est énormément plus cool, quoi. C'est fou. C'est ça, parce que là maintenant on cherche. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être essayer avec des IA aussi qui maintenant, vu qu'elles peuvent accéder à notre base de code, elles peuvent aussi peut-être accéder à nos bases de connaissances et répondre à nos questions, mais ce serait plus facile justement, ben, parce que parfois j'étais en train de chercher dans 5 slides différents en disant le prof avait dit ça quand, dans quelle vidéo, à partir de quel moment, alors que là maintenant tu peux poser la question et il te Ça donne marche. la réponse. Et tu l'as instantanément et tu peux passer à autre chose, et comme tu as dit essayer de raisonner ou réfléchir ou utiliser en fait ton énergie cognitive à autre chose. Mm. Ça, c'est vraiment bon. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on s'en sert plus pas vraiment pour apprendre ou dans l'apprentissage, c'est pas vraiment mis en avant. Mais ça, c'est très juste ce que vous dites et je vais être très rapide. Mais le défi pour les nouvelles générations, c'est qu'elles n'ont pas la même expérience que nous. Nous, on a commencé en papier-crayon à faire tout difficile et quand l'IA est arrivée, c'était ah bah super, en fait, je vais déléguer cette partie du travail. Et en fait, on a toujours cette idée de je vais réviser, je vais faire le travail. Mais eux, ils ont la tentation de en fait, ça va faire ça pour moi. Et c'est là où il y a la plus grande difficulté, malheureusement. Et typiquement, là, maintenant, j'ai plus, par exemple, envie d'écrire du Python ou du Lua. Des fois, je suis juste là, bon, en fait, c'est deux langages que j'apprécie pas forcément, donc je vais balancer directement dans un modèle et plus jamais coder avec. Mais voilà. Ouais. Non, ouais, c'est clair que c'est comme, je sais pas, comme nous, on a eu des ordis à l'uni et on pouvait genre contrôle F dans un document. Je veux dire, le temps à gagner de faire ça, pour nos parents, c'est fou furieux qui doit être dans les trucs des listes alphabétiques. Enfin, déjà, de trouver un livre, c'était cool. Genre, tu quoi, après, tu l'as trouvé dans le livre. Ou, voilà, le nombre de gens, on a juste copié-collé du Wikipédia pour un cours de CP, quoi. Est-ce que ça nous a rendu abrutis? Je pense pas. Enfin, non, ça, au contraire, on a une connaissance que nos générations passées ne pouvaient même pas imaginer en termes de PhD. Par contre, ça, c'est un truc qui est marrant. Je veux dire justement avec les PhD qui sont censés, enfin, qui sont aussi les élites de l'expertise de leur domaine, c'est que ça devient genre un point de, enfin, c'est le but quand même en fait dans le doctorat, c'est d'être genre justement la personne la plus amène sur ton sujet. C'est que du coup, genre, l'amount of knowledge that one person can have, il reste quand même limité, quoi. Et du coup, en fait, tu te retrouves en fait avec que toi-même, tu peux pas savoir avoir toute l'expertise dans ton domaine. Du coup, tu deviens un expert d'un sous-domaine d'expertise. Et ça devient un problème aussi, je pense. Mais bon, bref, ça c'est toute une autre discussion. C'est même pas, ça touche même pas l'IA. Mais, mais ce que l'IA peut nous aider, c'est d'arriver le plus vite possible à ce savoir maximum. Ah, c'est vrai, un vrai accélérateur. Et non, après, c'est vrai que, je crois que tu le dis, j'avais entendu quelque chose comme ça, que dans la génération Y, génération Z même, en fait, par rapport aux autres générations, on a plus de facilité ou plus, on va plus rapidement, en fait, chercher sur Internet. Et il y a des choses comme ça. C'est vrai que dans le passé, c'était vraiment basé sur la connaissance que j'ai là, quoi, dans mon cerveau. Hmm. Pardon, Vincent, donc tu penses que tu voulais dire quelque chose? Non, non, rien. C'était juste peut-être pour revenir sur ce que tu as dit, bon, parce que tu parlais du domaine de knowledge qu'on avait dans nos repos pour le code. En fait, il y a le RAG aussi, Retrieval Augmented Generation, qui marche aussi pour les LLMs, qui va chercher les informations dans ton texte. Donc ça aussi, ça peut aider effectivement. Ouais. Est-ce Mais que moi, vous j'utilise voulez... Ouais. Cursor pour justement genre des trucs où j'ai différentes sources ou différentes docs ou n'importe quoi. Enfin, littéralement, je prends le PDF en texte et je le remets genre dans différents sous-textes et du coup, je lui donne ma code base qui sont juste du texte et du coup, je lui dis genre, vas-y,
fais-moi des résumés ou retrouve-moi ça là-dedans ou des trucs comme ça. Je l'utilise vraiment comme un tool de connaissance aussi, ça marche très bien. Alors, c'est fascinant, tu n'utilises pas ChatGPT, mais tu utilises vraiment Cursor pour faire tout ce que tu aurais Ouais, fait avec. j'essaie. Ben justement, tu vois, genre ça aurait été vraiment bizarre, j'aurais dû copier-coller dans plein de trucs et tout, alors que là, il peut justement chercher et après me générer un autre texte avec genre justement tout ce que je veux par rapport à ses mails, ses connaissances, ses docs. C'est assez cool comme outil. Donc, leçon, utiliser Cursor. Euh, on finit rapidement, peut-être Ouais, sur vos recommandations, prédictions ou futurs projets pour 2025. Qu'est-ce que vous prévoyez? Pas tous en même temps, hein. vas-y, Fabrice. Et avec l'IA, quoi. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, au niveau des projets avec l'IA, bon, je suis toujours encore du côté où, dans la sphère utilisateur, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir, dans le futur, pouvoir créer des tools qui aident aussi donc, dans l'usage de l'IA. Notamment, bon, pour moi, c'est toujours ce que j'avais dit tout à l'heure, legacy code. Est-ce que l'IA pourrait nous aider justement à pouvoir résoudre les problèmes qui sont avec le legacy code, comprendre finalement la base de code, vers les traductions et transformations vers, comme par exemple, des projets un peu plus nouveaux. Donc, ça pourrait aider ça. Et aussi, bien évidemment, je crois que je vous ai déjà parlé aussi du fait d'ajouter, il y a aussi, non pas uniquement dans les éditeurs de code, mais aussi, en fait, littéralement dans des transpilateurs ou dans des compilateurs, ce qui permettrait aussi à l'utilisateur de comprendre les erreurs ou comprendre les fautes qu'il y a et d'avoir en fait des résultats un peu plus humains que erreur ligne 36 Ah, c'est beau caractère. ça. Et donc, ouais, ce serait quelque chose qui permettrait à l'utilisateur de pouvoir aussi raisonner. Donc, parce que ce que j'ai beaucoup apprécié dans Rust, ça fait help, il y a une zone help qui dit faites ça ou peut-être essayez de regarder là. Hein, ce serait aussi justement une partie help où l'IA pourrait lui suggérer des choses, la personne pourrait poser des questions par rapport à ça et que l'IA en fait comprendrait un peu mieux. C'est une Donc, ouf bonne idée. ouais, c'est un peu ça, justement. Vu que je Moi, trouve un transpilateur ou un compilateur a aussi accès en fait à l'arbre syntactique. Donc, a quand même pas mal de contexte par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Helm, Rust et Rock, qui ont ce genre de compilateurs, sont déjà incroyables. Un vrai plaisir. moi, ouais, alors, juste pour finir sur Fabrice, parce que ouais, c'est trop marrant, parce que moi j'utilise souvent ça en fait pour des calls API, en fait, pour des trucs, et des fois, genre, pour certains trucs, quand tu fais du scrapping ou n'importe quoi, il va pas te donner exactement ce que tu veux, ou va te donner des différents trucs, et du coup, j'ai souvent utilisé des calls à des LLM pour me retranscrire, genre, s'il y a une erreur, bah du coup, il me reformule le data en NA, si en fait il y a un truc en trop, il me le donne pas, ou s'il y a un truc en plus, il me le redonne. Et du coup, qu'en fait, que mes JSON soient toujours pareils et que j'accepte toujours la même chose, même si mon input est différent. Et au lieu de faire justement, de me faire des codes de transpilage, en fait, de ça, complètement compliqués et qui vont pas être flexibles, bah là, j'ai un truc qui est flexible et qui prend 99% des trucs pour le temps que ça m'a pris, pour le temps que ça m'aura pris. Enfin, c'est fou furieux. Du coup, c'est super cool d'imaginer ça sur une console, en fait. Trop bien. Pour moi, ouais, non. Moi, comme j'ai dit, pour 2025, je pense vraiment les crowds d'agents, les crowds AI, tout ça, ça va être un gros boom. À voir jusqu'à où sont ses limites et tout, quoi. L'argent va être vraiment important. Par exemple, justement, Gemini, il gagne absolument rien dans tout ce qu'on a eu, mais le seul truc qu'il a gagné et qu'ils ont misé, c'est sur le moins cher. Du coup, on va voir si ça paye, justement, ça paye d'être moins cher pour des modèles, mais ça va être au niveau d'entreprise. Et ce que je cherche, je veux toujours savoir, c'est Apple, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que genre, c'est ceux qui ont le hardware qui marche le mieux pour la plupart des langages, c'est le moins cher, c'est le plus cool. Ils ont tout à gagner là-dedans en intégration, ça dans leur téléphone et tout ça. Mais on est en 2025, Siri est toujours le truc le plus inutile que j'ai jamais vu de ma vie. Il est pas capable de décrocher au téléphone. Euh, je suis sûr qu'ils ont un énorme truc qui va tout générer, qui va tout changer. On va voir. Et pour ma pratique, non, voilà, je continue à utiliser le code, mais je continue à essayer d'essayer de suivre en fait la technique et j'aimerais bien avoir accès justement à un petit serveur pour avoir mon petit labo pour pouvoir tester en fait mes propres trucs. Euh, voilà, j'ai construit des langages,
des transformers en fait par moi-même, mais j'ai toujours été bloqué par le hardware. Du coup, c'était des trucs qui avaient genre des dizaines ou des cinquantaines de tokens de mémoire. Du coup, c'était pas des trucs bien. J'aimerais voir jusqu'à où je peux aller en fait avec la nouvelle technologie. Ça pourrait être cool de continuer là-dessus. Et puis non, on continue à voir qu'est-ce qui se passe et tout quoi. Ça pourrait être cool. Trop cool. Alors moi, je suis plutôt dans une voie utopique, pas comme quoi j'aimerais brûler tout, etc. Mais plutôt dans le sens que en ce moment, je m'intéresse beaucoup plus aux modèles locaux, mais aussi à l'utilisateur commun, parce que je remarque qu'il y a vraiment un gap incroyable entre les personnes qui suivent l'IA et les personnes qui les suivent pas. Et par exemple, aujourd'hui, j'étais en train d'en parler avec un collègue au bureau, et en fait, on parlait, ah ouais, il y a ça sur l'IA, etc. Ouais, t'as vu ça, etc. Ça partait vraiment bien. Après, on est tombé sur un autre groupe de collègues, on leur a parlé même du truc le plus basique, ils étaient là. Ah no, I use ChatGPT. Je suis là, bon. Donc il y avait quand même un sacré décalage. Je me suis dit quand même qu'il y avait aussi ça dans les modèles parce qu'ils sont de plus en plus gros, de plus en plus spécialisés et capables de faire des choses très avancées. Mais en fait, pour l'utilisateur normal, il n'y a pas eu de changement. Et en fait, j'aimerais pouvoir en fait déjà pouvoir faire une certaine forme de vulgarisation sur l'IA pour la plupart des utilisateurs, mais savoir comment ils les utilisent aussi, parce que on n'a pas forcément d'enquête sur ça. On a vraiment des enquêtes sur les universitaires ou sur les entreprises, comment elles l'utilisent, mais pas pour la personne que tu croises au marché samedi matin. À la Donc ça, mission. c'est ça, c'est intéressant. Et je m'intéresse aussi pas mal aux petits modèles locaux. Et quand je dis petits modèles locaux, c'est vraiment 7B, 3B. Enfin, quand je dis 7B, 3B, c'est 7 billion paramètres, 7 milliards de paramètres, 3 milliards de paramètres ou plus petits, mais généralement je reste entre ces deux parce que c'est là où on commence à avoir des modèles qui sont assez petits pour fonctionner dans beaucoup de systèmes, mais assez quand même compétents. Et pour l'instant, j'ai l'espoir qu'à un moment on ait vraiment des modèles qui soient tellement bien, enfin aussi petits, qui deviennent tellement plus intelligents que en fait chacun peut avoir des modèles spécialisés à l'intérieur de son propre ordinateur et pouvoir travailler dessus. Et donc j'ai un rêve aussi, c'est de pouvoir avoir mon propre petit serveur. J'en avais parlé aussi sur le groupe, pour pouvoir faire tourner des gros modèles, mais aussi pour pouvoir fine-tuner des plus petits modèles pour certaines utilisations. Je ne suis pas au point comme toi, David, d'essayer de recréer des modèles fondamentaux, mais je préfère en fait pouvoir faire le lien entre la personne commun et voir en fait comment ça se passe. C'est une petite expérience personnelle. Et après, à savoir ce que vont faire les grosses compagnies. Alors je sais que là, l'un des buts, c'est de pouvoir commencer à remplacer certaines tâches administratives et d'automatiser. C'est surtout ce que j'ai remarqué, du type, comme on en parlait tout à l'heure, d'avoir des modèles de vision qui peuvent aider à cliquer, à choisir certains éléments. Ils se sont tous un peu maintenant lancés dans ça. Anthropic a été l'un des premiers d'ailleurs à mettre ça en place, et donc je pense que c'est vraiment là où ils vont se diriger. Mm. Peut-être que c'est là où Apple va essayer de tirer sa carte, enfin son épingle du jeu, en trouvant un moyen de pouvoir rendre ça plus accessible sur Apple. À voir. Ouais, mais s'ils font petit modèle embarqué sur téléphone avec hardware qui marche, Ouf. Alors ça, parce que là, toi, c'est... tu parles d'ordi, tu vois. Ouais, Mais je dans pense le... que le marché ou le changement de vie, ça va être sur le téléphone, tu vois. Quand tu as Ouais. vraiment un Siri qui fonctionne bien, qui te permet juste de dire et de faire des trucs, et que c'est en local, du coup, Multimodèle. que ça va super vite. Mhm. Oula, alors là. Mais oui, ça serait ouf. Ce serait Ça, moi, incroyable. je pense que ça, c'est la révolution. Tu vois, genre, Mhm. enfin, le Siri, mais qui marche. C'est ça. Ce serait incroyable. Donc, Ouais. à voir. Mais voilà, c'est mes prévisions et c'est mon plan pour cette année. Bon, bah, trop cool. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on se quitte tous? Ouais, à quand la prochaine? Bah, quand vous voulez, enfin, quand il y aura aussi des nouveautés qui vont arriver, parce que là, on est passé dans un hiver de l'IA et après, on est passé à une explosion volcanique Ouais, entre-temps. Donc, si on a des nouveautés qui arrivent, bah ouais, faut ouais. absolument en reparler, quoi. Et j'aime beaucoup entendre vos avis parce que vous n'êtes pas simplement en complète hype ou en complète doomeur, etc. Vous avez quand même des avis assez intéressants et en tant qu'aussi spécialiste dans vos domaines, ça aide beaucoup. Merci. Merci. Trop bien. Bon, bah, j'arrête l'enregistrement et merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Hop, hop. Merci.